On va aller de l'origine de nos poubelles jusqu'à leur potentiel actuel. Retraçons ensemble la petite histoire de nos déchets en 5 dates clés. C'est parti. Alors, je suis accompagné de Christian Duquesnoy. Vous êtes ingénieur de recherche à IRSTEA. Je ne me trompe pas? Non, pas du tout. IRSTEA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'agriculture et l'environnement. Très bien. Bon. Alors, on va commencer cette petite frise chronologique par une première date, la date de 1984. De 1884. 1884, pardon. 1884. Je prends un peu d'avance. Alors, 1884, le préfet de Paris, qui s'appelle monsieur Eugène Poubelle, impose aux Parisiens de mettre toutes leurs ordures dans un seul et même conteneur, un seul et même bac, qui est une nouveauté absolue, parce que jusqu'alors, les gens descendaient leurs ordures, qu'on n'appelait pas encore tout à fait des déchets, sur le trottoir, où toutes les matières étaient récupérées par des chiffonniers, qui récupéraient d'abord les chiffons pour faire du papier, mais qui récupéraient aussi pratiquement toutes les matières dont les gens se débarrassaient pour alimenter une industrie naissante qui était très gourmande en matières premières et qui n'avait pas assez de ressources naturelles extraites pour pouvoir alimenter cette industrie, et donc qui reposait essentiellement, en grande partie, sur l'utilisation des déchets. 1884, sous contrainte d'un certain nombre de mouvements, en particulier du mouvement hygiéniste, qui est né à la suite des travaux de Pasteur et qui fait la relation entre les micro-organismes et des épidémies, on pense que les déchets, c'est extrêmement dangereux, en particulier ceux qui vont fermenter, pourrir, et que ça peut nuire à la santé publique. Donc sous la pression en particulier de ces groupes-là, la préfecture de Paris impose de mettre tout dans un même bac. Et ça, c'est le début du déchet tel qu'on le perçoit aujourd'hui, quelque chose qui est en mélange, où on a à la fois du papier, des textiles, des coquilles, mélangés avec des matières qui se dégradent très rapidement, qui sentent pas bon. Et du coup, ce mélange-là devient quelque chose de très négatif, potentiellement dangereux, dont on veut chercher à se débarrasser quasiment à tout prix. Donc c'est la naissance aussi de l'incinération des déchets et de la mise en décharge. D'accord, donc c'est à partir de cette date qu'on découvre, enfin qu'on voit les poubelles telles qu'on les voit actuellement et qu'on organise un peu plus le tri, si on peut dire. Non, pas le tri, mais le... Alors non, à cette époque-là, justement, on abandonne l'idée de se servir des déchets comme d'une ressource. Ouais. Et ça va perdurer pendant pratiquement tout le XXe siècle. Et ce n'est que récemment qu'on va redécouvrir la nécessité de trier. Alors ça, on le verra plus tard. On va le voir. Donc c'est parti, on passe à la deuxième date. Alors la deuxième 1973. date, 1973, pratiquement un siècle après. Donc on a ce long XXe siècle qui est celui de ce qu'on appelle une économie linéaire, où on va puiser des ressources, on va produire à partir de ces ressources naturelles des biens matériel qu'on va consommer, et tout ça va se transformer à la fin de la vie de cette matière en déchets dont on ne fait plus rien, parce qu'en particulier on a perdu l'habitude de faire des choses avec, de les récupérer, de les réutiliser, de les recycler. Donc, consommation... Alors ça dure jusque... Alors dans les années 70, on se rend compte que ça c'est limité dans le temps, cette idée-là, parce que ça ne peut pas durer éternellement. On est sur une planète dont les limites sont finies. On ne peut pas éternellement épuiser les ressources naturelles et les remplacer par des déchets. Et ça, il y a deux choses qui le mettent en évidence. On a d'abord le rapport Meadows en 1972, un rapport par des mathématiciens et des ingénieurs qui mettent au point des modèles. Mais Meadows, c'est un mathématicien, c'est ça? Oui, c'est lui qui a donné c'est le son nom nom au rapport. Oui, voilà, qui est le responsable de ce groupe de modélisateurs qui modélise le système planétaire, le système humain, avec ses taux de croissance démographique, ses taux d'utilisation de la matière, et qui montre que les ressources sont finies et que au bout d'un moment, on viendra à épuiser ces ressources naturelles, et que si on continue comme ça, on aura des ennuis. Et puis on a deux autres chercheurs, Jean Gouillet en France, qui est un géographe, et William Rafji aux États-Unis, qui est un archéologue. Et alors eux, ils vont mettre au point... Ils inventent la science des déchets. Qu'on appelle la rudologie en France, et la garbology, du mot anglais garbage, qui veut dire ordure. Ok. Et donc eux, leur credo, ça peut se résumer à une phrase qui est « Montre-moi ce que tu jettes et je te dirai qui tu es ».
En fait, ils font la démonstration scientifique que notre production de déchets est une signature de nos modes de vie. Que ce soit pour un individu, un foyer, une classe sociale, un quartier, une ville, ou pour l'ensemble de l'humanité. Tout ce qu'on va produire comme déchets en termes de quantité et de composition des déchets est vraiment la carte d'identité, l'empreinte digitale de notre façon de vivre, de notre niveau social, de notre niveau économique. Et plus largement de la société. Et plus largement de la société humaine. Très bien. Bon, on passe à la date suivante. Alors la date suivante, c'est 1989. On a en quelque sorte une réponse au rapport Meadows qui s'appelait « Les limites à la croissance » avec un ouvrage qui s'appelle « Les limites à la certitude » où on a des auteurs qui sont Orio Giarini qui est économiste et Walter Stahl qui est un architecte qui vont inventer le concept d'économie circulaire qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors c'est quoi l'économie Le concept circulaire ? est assez balbutiement en 1989. En fait, l'idée derrière, c'est de dire on va faire comme les écosystèmes naturels et plutôt qu'avoir une économie qui puise dans les ressources naturelles et qui en fait que des déchets, eh bien on va essayer d'abord de vivre plus sobrement et de consommer plus sobrement, d'utiliser moins de ressources naturelles. Et puis les ressources, les biens qu'on a produits, les objets qu'on a produits, on va essayer d'augmenter leur durée de vie en les réutilisant, au besoin en les recyclant. Et on va ainsi créer des boucles de retour de la matière depuis la consommation jusqu'à l'amont au niveau de la production. D'où le nom de circulaire. D'accord. Est-ce qu'on peut donner un exemple, par exemple, de produits par exemple, le verre, une bouteille en verre, une fois que vous l'avez utilisée, vous pouvez la réutiliser, c'est-à-dire la nettoyer et remettre à nouveau du liquide dedans, donc l'employer pour la même utilisation que pour refaire une bouteille. Vous pouvez aussi broyer le verre et en faire autre chose, en faire des vitres, par exemple, pour les bâtiments. Et ça, c'est ce qu'on appelle le recyclage. Et ça fait partie des outils de l'économie circulaire. Et alors, à cette époque-là, on ne le fait pas encore. C'est vraiment le tout début, c'est ça ? Alors, on peut le faire. On recycle le verre, on a continué à le recycler. Mais l'idée derrière cet ouvrage, c'est de bâtir un nouveau paradigme économique et de dire que c'est le moyen de faire une transition vers un autre type d'économie. Donc, d'intégrer des pratiques comme le recyclage qui se faisait un peu moins qu'au 19e siècle, mais qui continue à se faire, et de les intégrer dans un système beaucoup plus large, beaucoup plus global. Très bien. On passe à la 4e date, 1994. 1994, c'est l'année où Charles Moore, qu'on voit sur la photo en haut à droite, qui est un navigateur à la voile, en solitaire, et qui découvre en plein milieu de l'océan des déchets de plastique, très loin des continents et au milieu de nulle part. Et là, on se rend compte, à partir de ces découvertes-là, finalement, que le problème des déchets, qu'on pensait être un problème local, parce que les déchets s'accumulaient près de nos villes, près de nos lieux de vie, qu'en fait, c'est un problème qui devient global, puisqu'on a dissémination de déchets solides. Les plastiques, c'est des déchets solides à l'origine, qui vont se disséminer de façon globale, autant que les gaz ou les liquides. Et ça, c'est une nouveauté. Et donc, c'est confirmé depuis lors par de nombreuses expéditions, comme on voit ici deux expéditions françaises, expédition 7e continent et expédition Med, qui vont aller sur c'est ce qu'on appelle des gyres, donc des lieux où les courants vont emmener tous les déchets plastiques et où ils vont se concentrer pour observer et quantifier cette pollution. Très bien. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on passe à la dernière date. 2010. Alors là, j'ai choisi, pour illustrer cette dernière date, quelque chose d'un peu particulier, qui est la recherche qu'on mène dans le laboratoire auquel j'appartiens, à IRSTEA, à Antony, pas loin d'ici. On met en place ce qu'on appelle de la bioraffinerie environnementale. C'est quoi ça ? Raffinerie, parce qu'on va essayer de produire des matériaux qui vont remplacer la raffinerie du pétrole, pour faire par exemple des bioplastiques, des lubrifiants, des solvants, etc., à partir de matières organiques, en faisant travailler des micro-organismes, des microbes, des bactéries, des archées, qui ne sont pas tout à fait des bactéries, mais des cousines. C'est pour ça que ça s'appelle de la bioraffinerie. Quelque chose qui a moins d'impact environnemental. Alors voilà, l'idée, c'est d'avoir une production de même type de molécules que ce qu'on peut faire en raffinant du pétrole, mais avec des impacts beaucoup moindres. Et on l'appelle environnemental parce qu'on va utiliser pour ça des déchets. Et la fraction organique des déchets, qu'on appelle des biodéchets, qui vont se dégrader facilement par les micro-organismes.
Très bien. Bon, alors vous aurez l'occasion de détailler un petit peu le processus avec Axel, puisque je vous invite à le rejoindre tout de suite pour continuer la discussion sur le forum. Vous pouvez l'applaudir bien On fort. vous applaudit, Christian Duquesnoy. Rejoignez-nous. On parle consommation et déchets. On vous a réservé une place ici. Vous êtes ingénieur de recherche pour l'IRSTEA. Vous êtes spécialiste, on l'a compris, de la valorisation des déchets. Pardon. On reviendra sur la bioraffinerie, la dernière slide, là, parce que c'est très intéressant. Je voulais juste poser une question à Sandra Beuchet sur ce qu'on vient de voir. Il faut que vous lui passiez le micro. Les déchets, c'est une partie importante du cycle de vie de ce que l'on consomme. Si on les valorise, on améliore le cycle en entier. Hein. Il faut le voir comme ça. Oui, complètement. Toute la partie, ce qu'on appelle de fin de vie du produit, elle est essentielle. C'est une partie importante de nos évaluations, parce que selon ce qu'on fait, ça peut, en fin de vie, ça peut engendrer des pollutions, ou au contraire, ça peut produire de l'énergie, ou un mix de tout ça. Oui, de c'est ce qu'on l'énergie, va voir des avec ressources. Christian Duquesnoy. Juste une toute dernière question. Pour valoriser la fin de vie d'un produit, il faut l'avoir pensé dès sa conception. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer, mais si on met tel ou tel produit, on pourra les récupérer ou les retraiter à la fin. Donc c'est pour ça que vous travaillez sur le cycle global d'un objet. Oui. En fait, l'idée derrière, c'est de pouvoir éco-concevoir des objets, des produits, des services depuis l'idée de conception au départ. Et en fait, c'est prendre en compte toutes ces phases-là et l'impact environnemental de chacune de ces phases pour essayer de les limiter au maximum. Christian Duquesnoy, on va arriver à cette bioraffinerie parce que c'est, à mon avis, la partie la plus innovante de ce que vous avez présenté. L'idée, c'est de continuer. Mais vous l'avez plus votre. Ah non, vous n'avez plus de micro-casque. Alors, prenez le micro. Je n'avais pas vu. L'idée, c'est de continuer à avoir certains types de produits qu'aujourd'hui, on tire du pétrole, mais de le faire avec de la matière organique. Expliquez-nous un petit peu. De le faire à partir de la matière organique qui compose certains de nos déchets et de faire travailler des micro-organismes pour produire en fait ce qui va être des déchets des déchets métaboliques, du métabolisme de ces micro-organismes et qui vont avoir un intérêt pour nous. Donc par exemple des acides qui vont être utilisés ensuite dans la chimie verte pour produire d'autres types de produits chimiques, mais avec donc un impact bien moindre que de la transformation de pétrole. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne va pas chercher de pétrole et qu'on se sert de nos déchets. Déjà, on ne va pas chercher le pétrole. Et puis, on peut montrer aussi qu'on a des impacts par ces procédés de fabrication de nouvelles molécules, des impacts qui sont bien moindres que ceux de la pétrochimie. Alors, comment on fait ? On a nos déchets et on veut obtenir ces nouveaux produits raffinés. Les étapes, c'est quoi ? Alors, il y a beaucoup de procédés différents. Moi, je peux vous parler de ce qu'on fait dans notre laboratoire à IRSTEA, qu'on appelle de l'électrosynthèse microbienne. Alors, c'est un terme un peu compliqué. Parce qu'on va utiliser la capacité de certains micro-organismes à utiliser leurs propriétés électriques pour transformer de la matière. Oula, mais ça va. Parce que la vie, c'est de la chimie, c'est ce qu'on appelle des réactions d'oxydoréduction, et ça fait intervenir des électrons. Et des électrons, c'est de l'électricité. Donc le fait que ces bactéries vont se trouver en présence de potentiel électrique va pouvoir guider d'une certaine façon leur métabolisme et va nous permettre d'imaginer des procédés où on a, comme si on avait un petit levier ou un petit bouton qui va faire basculer les micro-organismes vers la production de telle ou telle molécule qui va nous intéresser. Donc vous électrocutez des bactéries et elles travaillent pour vous, c'est sympa. On ne les électrocute pas, on leur fournit au contraire le moyen de vivre et le moyen de respirer, parce que la respiration, c'est un échange d'électrons. Ouais. Et on va permettre à ces bactéries d'échanger des électrons, non pas avec l'oxygène comme on le fait quand nous on respire, mais avec des électrodes. Je vois. Mais qu'est-ce qu'on leur donne à manger à ces bactéries ? Alors, nos systèmes qu'on met au point dans notre laboratoire, on a 2 compartiments. On a un compartiment où on va mettre les déchets, où les bactéries vont manger les déchets en quelque sorte et respirer une électrode qu'on appelle l'anode, qui va être un accepteur d'électrons. Ils vont pouvoir fournir des électrons à cette anode. Et puis on a un deuxième compartiment, on a d'autres bactéries qui vont accepter des électrons de l'électrode qu'on appelle la cathode. Oui. Et c'est les bactéries qui sont, enfin plutôt les archées. C'est le principe d'une pile, non ? C'est le principe d'une pile microbienne, oui, exactement. Ça. Et l'intérêt de ce système, c'est qu'à la cathode, c'est là qu'on va faire fabriquer des molécules d'intérêt à nos micro-organismes. Et alors à la fin, qu'est-ce qu'on récupère et alors qu'est-ce à la qu'on en fin, fait ? on peut récupérer différents types d'acides, comme par exemple de l'acide acétique, du vinaigre en quelque sorte, qui va être produit, qui peut être produit en grande quantité par ces micro-organismes et qui va pouvoir nous intéresser.
Vous parliez de solvants, vous parliez de choses qu'on utilise, de lubrifiants. Voilà. Alors ça, c'est Alors- l'étape d'après, ça? Alors c'est ça, c'est l'étape d'après. C'est Oui. pas les bactéries qui vont pouvoir les faire dans nos systèmes. Nos bactéries, elles vont... nos bactéries et nos micro-organismes plus larges. On peut parler des archées qui ne sont pas des bactéries, qui est un autre domaine du vivant, mais ce sont aussi des micro-organismes. Donc elles vont produire en quelque sorte des briques de base qui peuvent être utilisées ensuite par une industrie chimique différente qui ne va pas faire intervenir des micro-organismes forcément, qui va utiliser des réactions chimiques, mais à partir de substrats organiques qui ne proviennent pas du pétrole. Alors, je ne sais pas qui va répondre pour la question suivante, Sandra Beuchet et Hélène. Est-ce qu'on peut faire de l'énergie directement avec des déchets? Est-ce qu'on peut arriver à boucler la boucle de cette manière? Christian? Alors, directement par les déchets, la façon la plus classique qu'on connaît, c'est l'incinération, avec récupération d'énergie. Alors, les ACV, justement, montrent que ce n'est pas la meilleure des solutions, parce que ça produit, ça a des impacts qui ne sont pas négligeables. En particulier, quand on va brûler du plastique, ça revient à brûler du pétrole. Donc, ce n'est pas très intéressant d'un point de vue environnemental. Quelque chose d'un petit peu plus intéressant, c'est par exemple de produire du gaz naturel, du méthane, à partir de la dégradation, là encore par des micro-organismes. Finalement, ces bactéries, on commence à vraiment leur faire plein de choses. On leur fait faire plein de choses. C'est ce qu'on appelle les biotechnologies. Alors, il y a différents types de biotechnologies. C'est une voie d'avenir parce qu'on est dans un monde de micro-organismes. Il y a beaucoup plus de micro-organismes sur Terre que d'autres types d'organismes. Une dernière question. Vous parlez de la méthanisation, donc ça veut bien dire récupérer un gaz dont on peut se servir pour faire chauffer des aliments, des pâtes. Est-ce qu'un jour, on pourra avoir un méthaniseur, puisque c'est une petite boîte où on met ses déchets organiques et après, on fait chauffer sa casserole avec? Est-ce que ça, c'est concrètement possible? C'est pas possible aujourd'hui. On sait que la taille minimum de ce qu'on appelle un micro-méthaniseur, vraiment, on essaie de réduire l'échelle. L'idée, c'est d'avoir des installations de traitement des déchets qui soient le moins centralisées possible pour éviter d'avoir des effets aspirateurs. On a besoin d'alimenter et de toujours produire plus de déchets pour alimenter ces équipements. Et d'avoir des choses plus petites à échelle locale, par exemple dans un quartier, près d'un restaurant, près d'une restauration collective. Et ça, c'est l'échelle pour l'instant la plus petite. Donc c'est quelques mètres cubes à plusieurs dizaines de mètres cubes. Et on ne descend pas au-dessous. On n'est pas capable pour l'instant de faire des méthaniseurs individuels. Mais c'est encourageant quand même parce que ça veut dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Et si on se remet à penser à l'échelle d'un quartier, on va pouvoir aller tous jeter nos déchets à un endroit et récupérer ce gaz pour se chauffer. Enfin, c'est des technologies qui vont arriver. Enfin, c'est des technologies qui vont arriver, qui sont en train d'arriver. Et puis les technologies dont on a parlé, la bioraffinerie environnementale, l'électrosynthèse microbienne en particulier, on les réfléchit comme étant une brique qui peut être complémentaire de la méthanisation et pourquoi pas de la microméthanisation et d'avoir presque des bioraffineries près de chez soi. Merci beaucoup à tous les trois, Christian Duquesnoy, Sandra Beuchet, Hélène Youn.